On dit que la maison est là où est le cœur. Le mien a été arraché il y a 4 ans, et je saigne depuis. Si vous regardez ceci, vous pensez probablement savoir comment cette histoire se termine. Vous avez vu le titre. Vous pensez comprendre ce qui s'est passé. Mais laissez-moi vous dire quelque chose sur la compréhension, c'est comme essayer d'attraper de la fumée à main nue. Vous pensez la voir, puis elle vous glisse entre les doigts. Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai 68 ans, et jusqu'à il y a 3 semaines, je vivais comme un fantôme dans ma propre maison. Il y a 4 ans, mon mari est mort. Juste comme ça. Sans avertissement. Sans au revoir. Un matin, il buvait son café, lisait le journal, se plaignait du temps. Le soir, il était parti. Crise cardiaque. Les médecins ont dit que c'était massif. Ils ont dit qu'il n'aurait rien ressenti. J'ai tout ressenti. Le deuil est une chose étrange. Il ne s'annonce pas. Il ne frappe pas à votre porte et ne se présente pas poliment. Il défonce la porte et emménage. Il réorganise vos meubles. Il mange votre nourriture. Il dort dans votre lit et vous suit dans la salle de bain. Et quand vous avez 64 ans, soudainement seul dans une maison qui résonne de 40 ans de souvenirs partagés, le chagrin ne fait pas que vous rendre visite. Il devient votre colocataire. La maison semblait trop grande. Trop calme. Trop vide. Chaque pièce abritait les fantômes de conversations que nous n'aurions plus jamais. La cuisine sentait encore son café du matin. Ses lunettes de lecture étaient toujours sur la table de nuit. Sa veste toujours accrochée à la porte d'entrée. En attente. Alors, quand mes enfants, mes 3 beaux enfants adultes, ont suggéré qu'ils pourraient rester un moment pour m'aider à traverser le pire, j'ai dit oui si vite que j'ai failli m'étouffer. Oui. Oui, s'il vous plaît. Oui, rentrez à la maison. Oui, remplissez cette maison de vie à nouveau. Oui, aidez-moi à me souvenir comment respirer. J'aurais dû faire plus attention à mes oui. Marie a été la première à emménager. Mon aîné. 35 ans, divorcée, avec 2 enfants, Lucas, 8 ans, et Emma, 6 ans. Elle galérait depuis son divorce, travaillant à temps partiel dans un magasin de vêtements, vivant dans un minuscule appartement qui ne contenait presque plus ses meubles, sans parler de ses rêves. Juste le temps que je me remette sur pied, maman, dit-elle en utilisant le surnom qu'elle m'avait donné depuis l'enfance. Peut-être 6 mois. Les enfants ont besoin de stabilité. 6 mois me semblaient raisonnables. 6 mois semblaient suffisants pour s'entraider. Puis est arrivé Pierre. Mon cadet. 32 ans, entre 2 boulots encore une fois. Il vivait chez des amis, couchsurfing, essayant de comprendre sa vie. Il était charmant, drôle, le genre de personne qui pouvait vous faire rire même quand vous aviez envie de pleurer. J'aiderai à la maison, promis-il. Je suis doué pour les réparations. Je sais cuisiner. Les mensonges ont meilleur goût quand ils viennent de ceux qu'on aime. Enfin, Sophie. Ma cadette. 28 ans, enceinte de son premier enfant. Son petit ami était parti quand elle lui avait annoncé le bébé. Elle était effrayée, seule, travaillait dans un café mais gagnait à peine de quoi payer le loyer. J'ai besoin de ma mère, dit-elle, et sa voix se brisa au mot mère. Je ne sais pas comment faire ça toute seule. Comment dire non à ça? Comment refuser sa propre enfant alors qu'elle porte son petit enfant? Impossible. Et nous voilà donc là. 4 adultes, 2 enfants et un en route, tous vivant dans ma maison de 4 chambres. Ça aurait dû être joyeux. Ça aurait dû être apaisant. Ça aurait dû être le début de quelque chose de beau. Au lieu de cela, c'était le début de la fin de tout ce que je croyais savoir sur la famille. Les premiers mois ont été gérables. Nous faisions tous encore semblant que c'était temporaire. Nous étions tous encore polis, prudents, reconnaissants. Marie aidait parfois à préparer le dîner. Pierre a effectivement réparé le robinet qui fuyait dans la salle de bain des invités. Sophie était adorable, me laissant sentir le bébé bouger, parlant de prénoms et de chambres d'enfants. Nous jouions à la maison. Et j'étais tellement désespéré de bruit, de vie, de preuves que je n'étais pas complètement seul au monde, que je n'ai pas remarqué quand les faux-semblants ont cessé. Ça a commencé petit. Des petites choses. Pierre laissait sa vaisselle dans l'évier au lieu de la laver. Marie oubliait de ramasser les jouets de ses enfants. Sophie utilisait le reste du lait et ne le remplaçait pas. De petites choses qui s'accumulaient pour devenir de grandes choses. Puis Marie a perdu son emploi. Le magasin réduisait les horaires, et elle était la nouvelle employée. Elle était dévastée, pleurant à la table de la cuisine pendant que je lui préparais du thé et lui disais que tout irait bien. Je t'aiderai à payer les factures, ai-je dit. En attendant que tu trouves autre chose. Un autre oui, j'aurais dû être plus prudente. La recherche d'emploi de Pierre semblait devenir moins urgente chaque semaine. Il dormait jusqu'à midi, passait l'après-midi à jouer à des jeux vidéo avec Lucas, puis venait dîner en s'attendant à un repas chaud et une assiette propre.
Le réseautage prend du temps, disait-il quand je l'interrogeais sur ses entretiens. Je suis stratégique. Stratégique. C'est comme ça qu'on disait? Quand le bébé de Sophie est né, une magnifique petite fille prénommée Camille, je suis retombé amoureux. Elle était parfaite. De minuscules doigts, de minuscules orteils, de doux petits cris. Je l'ai tenue dans mes bras et je me suis souvenu de ce que l'on ressentait lorsqu'on était nécessaire, essentiel. Mais les nouveau-nés coûtent cher. Et Sophie était en congé maternité, ce qui signifiait qu'elle n'avait aucun revenu. Juste le temps de retourner travailler, m'a-t-elle dit. Je te rembourserai. J'ai acheté des couches. Du lait maternisé. Des vêtements. Un berceau. Une poussette. Un siège auto. Des petits pots. Des médicaments. Des jouets. J'ai tout acheté parce que c'est ce que font les grands-mères. C'est ce que font les mères. C'est ce que je pensais être censé faire. Au cours de la 2e année, les faux-semblants ont complètement cessé. Plus personne ne cherchait d'appartement. Plus personne n'économisait pour déménager. Plus personne ne traitait cette situation comme une situation temporaire. Parce que ce n'était plus temporaire. C'était juste, la vie. Je suis devenue l'aide à domicile. La nounou bénévole. La cuisinière, la femme de ménage, la babysitter, la banque. Je me levais à 6 heures pour préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Je préparais le déjeuner de Lucas pour l'école. Je faisais des lessives. Je faisais les courses pour cette personne. Je payais les charges, l'internet, le téléphone. Je changeais les couches de Camille quand Sophie était trop fatiguée. J'aidais Lucas à faire ses devoirs quand Marie était trop stressée. Je préparais le dîner tous les soirs parce que Pierre était trop occupé à chercher du travail. Mais le problème avec l'invisibilité, c'est qu'on a l'impression de disparaître. Personne ne me demandait comment j'allais. Personne ne me demandait si j'avais besoin d'aide. Personne ne me demandait si j'allais bien. Ils s'attendaient s'attendaient à ce que la maison soit propre. S'attendaient à ce que le réfrigérateur soit plein. S'attendaient à ce que le dîner soit prêt. S'attendaient à ce que leur lessive soit faite. S'attendaient à ce que leurs enfants soient surveillés. S'attendaient à ce que leurs factures soient payées. S'attendaient à ce que je sois reconnaissante de leur compagnie. C'est en 3e année que l'argent s'est épuisé. Enfin, pas vraiment épuisé. Mais il a commencé à manquer. Très peu. Jean-Luc et moi étions des épargnants. Nous avions remboursé la maison il y a des années. Nous avions un bon fonds de retraite, quelques économies, une petite assurance vie. De quoi vivre confortablement, mais pas assez pour subvenir aux besoins de 6 autres personnes indéfiniment. J'ai commencé à utiliser les cartes de crédit. Juste pour les courses au début. Puis les charges. Puis l'essence. Et puis tout ce qui était nécessaire. Marie, peux-tu m'aider à payer la facture d'électricité ce mois-ci? Je te demanderai. Je cherche toujours du travail, maman. Promis le mois prochain. Pierre, la facture d'Internet est due. Je la recevrai la semaine prochaine. J'ai un entretien d'embauche. Sophie, la facture de course était de 400 € cette semaine. Le lait maternisé coûte cher. Tu sais comment c'est. Mais je ne savais pas comment c'était. Quand j'élevais mes enfants, Jean-Luc et moi vivions selon nos moyens. Nous faisions des sacrifices. Nous économisions. Nous n'attendions pas que d'autres financent nos vies. Nous prenions nos responsabilités. C'est à la 4e année que j'ai commencé à craquer. Pas d'un coup. Petit à petit. Comme un pare-brise avec un petit éclat qui se propage jusqu'à ce que tout se brise. Ce sont les petits détails qui m'ont brisé. Le manque total de reconnaissance. La façon dont ils se plaignaient du dîner alors que je le préparais encore. La façon dont ils laissaient leur vaisselle sale pour que je la nettoie. La façon dont ils utilisaient le reste du papier toilette sans le remplacer. La façon dont ils parlaient de moi comme si je n'étais pas là. Maman commence à oublier, disait Marie à Pierre. Elle a répété la même histoire 3 fois hier, ajoutait Sophie. Peut-être qu'on devrait envisager des options, suggérait Pierre. Des options. Comme si j'étais un problème à résoudre plutôt qu'une personne à aimer. Mais le pire, ce n'était pas le manque de respect quotidien. Ce n'était pas le gouffre financier. Ce n'était même pas la façon dont ils avaient pris le contrôle de ma maison, de ma vie, de mon espace. Le pire, c'était la façon dont ils m'avaient appris à être reconnaissante pour cela. Au moins, tu n'es pas seule, disait Marie quand je laissais entendre qu'il était peut-être temps pour eux de trouver leur propre place. La famille doit rester unie, ajoutait Pierre. Pense aux enfants, plaidait Sophie. Et moi, je pensais aux enfants. À Lucas, Emma et la petite Camille. À la façon dont ils avaient grandi dans cette maison, à la façon dont ils l'appelaient leur foyer, à leurs larmes s'ils devaient partir. Je pensais aussi à mes enfants. À leurs difficultés, à leurs besoins de soutien, à leur dépendance à mon égard. Et je ravalais mes mots, ma frustration, mon ressentiment grandissant.
Je leur serai reconnaissante. Mais la gratitude, quand elle est forcée, a un goût de poison. Le point de rupture est survenu un mardi d'octobre. Je m'en souviens parce que c'était le jour des poubelles, et je traînais les poubelles jusqu'au bord du trottoir, une tâche qui incombait à Pierre jusqu'à ce qu'il se blesse au dos il y a 6 mois. Une tâche qui incombait à Marie jusqu'à ce qu'elle soit trop occupée avec les enfants. Je luttais avec la lourde poubelle lorsque le facteur m'a tendu une enveloppe. Épaisse, d'aspect officiel, avec le logo de la compagnie d'électricité dans un coin. Mes mains tremblaient quand je l'ai ouvert. Avis final. 3 700 €. En retard. 3 700 €. Pour l'électricité. Pendant 4 ans, pendant lesquels d'autres personnes l'utilisaient. Le confort des autres. La vie des autres. J'étais assis sur le perron, toujours en peignoir, cette lettre à la main, et j'ai senti quelque chose en moi bouger. Comme une plaque tectonique en mouvement. Comme si la terre elle-même se réorganisait. J'avais 1 200 € sur mon compte courant. C'était tout. Toutes mes économies, réduites à 1 200 €. Les réparations de la maison que je remettais à plus tard, le toit qui fuyait, les marches qui se fissuraient, le système de chauffage qui mourait, tout cela devrait attendre. Encore une fois. Je suis rentré, et ils étaient là. Ma belle famille. Mes 3 enfants adultes, vivant leur vie chez moi, à mes frais, sans le moindre souci. Marie était sur le canapé, parcourant les pages de son téléphone pendant que les enfants regardaient des dessins animés. Pierre était dans la cuisine, se préparant un sandwich, laissant le sac de pain ouvert, le pot de mayonnaise débouché, le couteau sale sur le comptoir. Sophie était dans le salon, en train de nourrir Camille, entourée de jouets pour bébé et de bavoirs sales. Je les ai regardés, vraiment regardés, et j'ai vu quelque chose que j'avais été trop aveugle pour voir avant. Ils n'étaient pas reconnaissants. Ils avaient droit à quelque chose. Il faut qu'on parle de la facture d'électricité, ai-je dit en agitant la lettre. Marie a levé les yeux de son téléphone. Et alors? C'est 3 700 €. En retard. Il menace de couper le service. Pierre a haussé les épaules. Tu ne peux pas juste la payer? Tu ne peux pas juste la payer? Comme si j'étais une ressource inépuisable. Comme si l'argent poussait sur les arbres de mon jardin. Comme si je n'avais pas mes propres dépenses, mes propres besoins, ma propre vie à gérer. Je n'ai pas 3 700 €, ai-je dit doucement. Comment ça, tu ne les as pas? Demanda Sophie. Et l'assurance vie de papa? Et l'argent de la maison? Ajouta Marie. Et ton épargne retraite? Pierre est intervenu. Il parlait de mon argent comme s'il leur appartenait. Comme si j'étais une sorte de fonds fiduciaire dans lequel ils pouvaient puiser à chaque fois qu'ils en avaient besoin. Et soudain, j'ai compris. Ils ne me voyaient plus comme leur mère. Ils me voyaient comme leur soutien. Leur facilitateur. Leur filet de sécurité financière. Je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Je me suis assis sur le lit, mon lit, dans ma maison, pour lequel j'avais travaillé toute ma vie, et j'ai pleuré. Pas les jolies larmes qu'on voit dans les films. Les larmes laides, brisées et désespérées de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait vécu un mensonge. J'ai pleuré pour la femme que j'étais. La femme qui avait élevé 3 enfants pour qu'ils soient des adultes indépendants, responsables et attentionnés. J'ai pleuré pour la femme que j'étais devenue. La femme qui avait permis, excusé et financé leur régression en tant que personne à charge égoïste et privilégiée. J'ai pleuré pour les années que j'avais perdues. Le respect que j'avais abandonné. Les limites que j'avais effacées. Et puis j'ai appelé mon amie Claudette. Claudette, ma meilleure amie depuis l'adolescence. Claudette, qui avait observé toute cette situation se dérouler avec une inquiétude croissante. Claudette, qui essayait de me dire depuis des mois que quelque chose clochait dans cette photo. Il te saigne à blanc, a-t-elle dit quand je lui ai parlé de la facture d'électricité. Ce sont mes enfants. Ce sont des adultes. Avec des responsabilités. Qu'ils refusent d'assumer. Que suis-je censé faire? Les mettre dehors? Oui. Le mot est resté suspendu entre nous comme un défi. Oui. Je ne peux pas, ai-je murmuré. Tu ne peux pas, ou tu ne veux pas. Il y a une différence entre ne pas pouvoir et ne pas vouloir. Ne pas pouvoir implique impuissance. Ne pas vouloir implique choix. Je me disais que je ne pouvais pas depuis 4 ans. Mais en vérité, je ne le ferai pas. Et les enfants? Ai-je demandé. Et eux? Ils s'adapteront. Les enfants sont résilients. Et s'ils me détestent? Ils ne te respectent déjà pas. Qu'est-ce qui est pire? Les mots de Claudette étaient durs mais vrais. Mes petits-enfants me reconnaissaient à peine, sauf quand ils avaient besoin de quelque chose. Lucas demandait de l'argent pour le distributeur automatique de l'école. Emma voulait que je joue avec elle quand elle s'ennuyait, mais m'ignorait quand elle ne s'ennuyait pas. Camille, enfin,
Camille était encore un bébé, mais Sophie ne me l'amenait que quand elle avait besoin d'une baby-sitter. Parlez à un avocat, dit Claudette. Renseignez-vous sur vos droits. Je n'ai pas besoin d'avocat. C'est ma maison. Exactement. C'est votre maison. Pas la leur. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec un avocat. Maître Dubois, qui nous avait aidés, Jean-Luc et moi, avec nos testaments des années auparavant. Son bureau sentait le cuir et les vieux livres. Confortable. Autoritaire. Sûr. Ce sont des squatteurs, dit-il après que je lui ai expliqué la situation. Squatteurs. Le mot m'a fait l'effet d'une gifle. Mais ce sont mes enfants. Légalement, cela n'a pas d'importance. Ce sont des adultes qui vivent dans votre propriété sans bail, sans payer de loyer, sans votre consentement permanent. Sans mon consentement permanent. Vous pouvez émettre des avis d'expulsion de 30 jours, a-t-il poursuivi. C'est votre droit en tant que propriétaire. Mais que se passe-t-il s'ils refusent de partir? Alors, on passe à l'étape suivante. Mais la plupart des gens se conforment aux avis d'expulsion officiels. Ils réalisent que le jeu est terminé. Le jeu. Je jouais à un jeu depuis 4 ans sans m'en rendre compte. Et je perdais. Maître Dubois préparait les papiers. 3 avis, imprimés professionnellement sur du papier à en-tête légale, avec tous les termes et délais appropriés. Je les ramenais chez moi dans mon sac à main comme des secrets. Des secrets dangereux qui pourraient faire exploser ma famille. Ou la sauver. J'ai passé 3 jours à rassembler mon courage pour les signifier. 3 jours à regarder Marie faire défiler son téléphone pendant que les enfants saccageaient le salon. 3 jours à regarder Pierre manger ma nourriture, utiliser mon électricité, vivre dans ma maison sans donner un seul euro. 3 jours à regarder Sophie me traiter comme une aide non rémunérée, s'attendant à ce que je laisse tout tomber dès que Camille avait besoin de quelque chose. 3 jours à me souvenir de qui j'étais. Avant la mort de Jean-Luc, j'étais quelqu'un. J'étais une épouse, une mère, une propriétaire, une personne avec des opinions, des limites et du respect pour elle-même. À un moment donné, j'étais devenu un fantôme. Mais les fantômes ne peuvent pas signifier d'avis d'expulsion. Seuls les vivants peuvent le faire. J'ai choisi le dîner du dimanche. Notre tradition hebdomadaire. Le seul repas où tout le monde était encore réuni autour de la table, comme une vraie famille. J'ai préparé leur plat préféré. Le coq au vin de Marie. La mousse au chocolat de Pierre. La soupe de courge buternue de Sophie. Une sorte de dernier souper. Nous étions assis autour de la table, sans parler de choses importantes. La météo. L'école des enfants. Les projets de Sophie de chercher du travail le mois prochain. Le dernier entretien d'embauche de Pierre, qui s'est très bien passé. J'ai attendu le dessert. J'ai quelque chose pour chacun de vous, ai-je dit en attrapant les papiers que j'avais cachés sous mon set de table. Des cadeaux? Demanda Emma avec espoir. Pas vraiment. J'ai placé le premier avis devant Marie. Le deuxième devant Pierre. Le troisième devant Sophie. Qu'est-ce que c'est? Demanda Marie en ramassant son papier. Lisez-le. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marie fut la première à parler. C'est une blague, non? Non. Vous nous expulsez? La voix de Pierre était incrédule. Je vous donne 30 jours pour trouver un autre logement. Maman, commença Sophie, la voix brisée. Non. J'ai levé la main. Ne me traite pas de maman. J'ai été maman pendant 4 ans alors que tu me traitais comme une employée. Ce n'est pas juste, protesta Marie. On t'a aidé. M'aider? J'ai ri, et ça sonnait amèrement, même à mes propres oreilles. Comment m'aider? En me laissant cuisiner pour toi? Faire le ménage? Payer pour toi? Garder les enfants? Tu avais besoin de nous, dit Pierre. Après la mort de papa, tu t'effondrais. J'étais en deuil. Il y a une différence. Et les enfants? Demanda Sophie, et je voyais la manipulation commencer. Les larmes lui montaient aux yeux. La façon dont elle se posait en victime. Et eux? Ils seront traumatisés. Arrachés à leur maison. Ce n'est pas leur maison, dis-je doucement. C'est la mienne. L'explosion est venue de Marie d'abord. Colère, accusation, culpabilisation. Comment ai-je pu être aussi égoïste? Aussi cruel? Si cruel? Pierre était le suivant. Des menaces, surtout. Que je regretterais tout ça. Que je finirais seul. Qu'il ne me pardonnerait jamais. Sophie a essayé les larmes. Suppliant. Implorant. Et Camille? Et la famille? Et l'amour? Et malgré tout ça, je restais assise là, à les écouter révéler qui ils étaient vraiment. Pas mes enfants. Plus maintenant. Des gens qui me voyaient comme une ressource exploitable. Des gens qui se croyaient en droit d'avoir ma maison, mon argent, ma vie.
Des gens qui utiliseraient la culpabilité et la manipulation pour obtenir ce qu'ils voulaient. 30 jours, ai-je répété après leur performance. Tu ne peux pas faire ça, dit Marie. Je peux. Et je le suis. Où sommes-nous censés aller? Demanda Pierre. Ce n'est plus mon problème. Les mots me semblaient étranges. Étrangers. Comme parler une langue que j'avais oubliée. Tu fais une énorme erreur, dit Sophie. L'erreur a été de laisser cela durer pendant 4 ans. Ils sont partis en trombe. Marie a attrapé les enfants et est partie sans un mot. Pierre claquait les portes. Sophie pleurait. Je me suis assise à table, entourée des plats de notre dernier dîner de famille, et je me sentais libre. Effrayée, mais libre. Les 30 jours suivants furent une véritable zone de guerre. Ils ont tout essayé. Culpabilisation. Manipulation émotionnelle. Menaces. Traitement silencieux. Amener les enfants pleurer. Grand-mère, s'il te plaît, ne nous fais pas partir, supplia Lucas. Et mon cœur s'est brisé. Mais je ne l'ai pas brisé. Parce que j'avais appris quelque chose d'important pendant ces 30 jours. J'avais appris la différence entre être aimé et être utilisé. Les gens qui vous aiment ne vident pas votre compte en banque. Les gens qui vous aiment ne vous traitent pas comme une aide invisible. Les gens qui vous aiment ne menacent pas de vous abandonner quand vous posez des limites. Les gens qui vous aiment vous respectent. Le 29e jour, Marie est venue me voir avec une approche différente. Nous avons trouvé un logement, dit-elle doucement. Une maison en location. Mais nous avons besoin du loyer du premier mois, du loyer du dernier mois et de la caution. Combien? 4 000 €. 4 000 €. Je ne l'ai pas, dis-je. Tu pourrais obtenir un prêt. Sur la maison. Il voulait que j'hypothèque ma maison ou la maison que Jean-Luc et moi avions payée pendant 40 ans pour financer leur déménagement. Non. 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 Débrouillez-vous. Et vous savez quoi? Ils l'ont fait. Marie a obtenu un prêt de son ex-mari. Pierre a emprunté à des amis. Sophie a emménagé temporairement chez sa sœur. Ils ont trouvé une solution parce qu'ils le devaient. Parce que pour la première fois en 4 ans, je n'étais pas là pour résoudre leurs problèmes. Ils ont déménagé le trentenaire. À contre-cœur. En colère. De façon dramatique. Mais ils ont déménagé. Et je me suis retrouvée seule chez moi. La première nuit a été horrible. Le silence était assourdissant. Les pièces vides ressemblaient à des accusations. Mais la deuxième nuit a été meilleure. La troisième nuit, j'ai dormi jusqu'au matin pour la première fois en 4 ans. Cela fait 3 semaines maintenant. 3 semaines que je vis dans ma propre maison, à mes conditions, avec mon propre emploi du temps. Je prends mon petit déjeuner quand je veux. Je regarde les émissions de télévision que j'aime. Je me couche tôt. Je me lève tard. J'ai recommencé à lire. Tu te souviens de la lecture? Ce truc que je faisais avant que ma vie ne se résume à gérer les besoins de tout le monde? Claudette vient 2 fois par semaine. On prend un café et on parle de livres, de voyages, de ce qu'on veut faire du temps qu'il nous reste. J'ai pensé à vendre la maison. Pas parce que j'y suis obligé. Parce que j'en ai envie. Cette maison abrite trop de fantômes. Trop de souvenirs de qui j'étais, de qui je suis devenu, de qui je ne veux plus être. Je veux vivre dans un endroit plus petit. Un endroit qui n'appartient qu'à moi. Un endroit sans le poids de toute cette histoire. Marie m'envoie parfois des textos. Des petits messages. Comment vas-tu? Tu manques aux enfants. On pourrait peut-être parler. Pierre m'appelle de temps en temps. Généralement quand il a besoin de quelque chose. Des conseils sur l'emploi. Des informations sur l'histoire familiale. De l'argent. Toujours de l'argent. Sophie envoie des photos de Camille. Elle marche maintenant. Elle fait ses premiers pas. Elle est belle. Et elle me manque. Bien sûr qu'elle me manque. Mais la personne que j'étais avec ne me manque pas. Être invisible ne me manque pas. Être prise pour acquise ne me manque pas. Être traitée comme une ressource plutôt que comme une personne ne me manque pas. Être effrayée de dire non ne me manque pas. Parce que c'était vraiment le cas. 4 ans à avoir peur de dire non. Peur qu'ils partent. Peur qu'ils soient en colère. Peur qu'ils m'emmènent mes petits-enfants. Peur d'être seule. Mais voici ce que j'ai appris, être seul n'est pas la même chose qu'être seul. Et être entouré de gens qui ne vous voient pas, ne vous valorisent pas, ne vous respectent pas, c'est l'endroit le plus solitaire qui soit. J'ai 68 ans. J'ai été la fille de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un, la mère de quelqu'un, la grand-mère de quelqu'un. Mais j'ai oublié comment être la priorité de quelqu'un. Y compris la mienne. Si vous regardez ceci, si vous vivez cela, si vous vous reconnaissez dans mon histoire, écoutez-moi. Vos enfants ne sont pas votre responsabilité pour toujours. Votre maison n'est pas leur droit de naissance. Votre argent n'est pas leur héritage à percevoir de votre vivant. Vous n'êtes pas égoïste de vouloir être traité avec respect. Vous n'êtes pas cruel de fixer des limites.
Vous n'êtes pas sans cœur d'attendre la réciprocité. Vous n'êtes pas un mauvais parent de refuser de tolérer l'irresponsabilité de vos enfants adultes. Vous êtes une personne. Avec des droits. Avec des besoins. Avec le pouvoir de dire non. Il m'a fallu 4 ans pour m'en souvenir. Ne laissez pas cela vous prendre 4 ans. Ne laissez pas cela vous prendre 4 décennies. Ne laissez pas cela vous prendre toute votre vie. Je m'appelle Françoise. J'ai 68 ans. Je vis seule dans une maison trop grande pour moi et je pense la vendre. J'ai 3 enfants adultes qui ne me parlent plus parce que je me suis choisi moi-même plutôt qu'eux. Et pour la première fois en 4 ans, je fais mes nuits. Voilà mon histoire. Voilà ma vérité. Et j'en ai assez de porter la honte des autres. La fin. Oh, et encore une chose. J'ai payé cette facture d'électricité. La totalité des 3700 €. Mais c'était la dernière facture que j'ai payée pour des gens qui ne m'ont pas remboursé. Maintenant je ne paie que pour moi. Et il s'avère que c'est beaucoup moins cher que de payer pour la vie de tout le monde. C'est drôle comme ça marche,